Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer ma conférence, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier sincèrement les grandes conférences catholiques ainsi que les organisateurs du présent cycle des dites conférences pour leur généreuse invitation à m'adresser à cette auguste assemblée. Plus spécialement, je remercie chaleureusement M. Emmanuel Cornu, le président des grandes conférences catholiques, pour sa sollicitude à mon égard dans l'organisation pratique de mon séjour. L'invitation qui m'avait été adressée exprimait le vœu de me voir donner une conférence intitulée « Quel avenir pour le Congo ?» Normalement, j'aurais dû envoyer le texte de ma conférence aux organisateurs plusieurs mois avant la dite conférence. Cependant, si je l'avais fait, mon texte n'aurait pas reflété les développements rapides et récents qui ont eu lieu au Congo. Une élection volontairement bâclée y a eu lieu le 30 décembre 2018. Et les résultats de la dite élection ont été fabriqués. Pour refléter cette tragédie qui vient de se passer au Congo, j'ai ajouté une précision au sujet qui m'a été donnée et qui s'articule maintenant comme suit. Quel avenir pour le Congo après la fraude électorale du 30 décembre 2018? Voilà une question récurrente. Le 30 décembre 2018, se sont finalement tenues les élections présidentielles et législatives, tant nationales que provinciales, qui auraient dû probablement avoir lieu 2 ans plus tôt, en décembre 2016. De nombreuses voix, dont celle de la conférence épiscopale du Congo, SENCO en sigle, chiffres à l'appui, sont montrées au créneau pour dévoiler et dénoncer les irrégularités et la grande fraude ayant caractérisé les élections, ainsi que la fabrication des résultats qui s'en est suivie. Face à cette nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo, de nombreux observateurs unissent leurs voix à ceux des fils et filles de mon pays qui se posent cette question cruciale. Quel est l'avenir de ce pays? Il sied ici de remarquer que cette question est récurrente dans l'histoire de mon pays, dont les bases pour un avenir réellement prometteur ont été progressivement démantelées depuis la dernière décennie du siècle dernier. La même question avait ressurgi avec toute sa vigueur quand les espoirs qui renaissaient avec la chute de Mobutu s'étaient brutalement estompés avec le surgissement des groupes rebelles aux seules fins de piller systématiquement les ressources du pays. Tous les maux décriés jadis sous Mobutu faisaient leur réapparition.
Aujourd'hui, plus qu'hier, la même question refait surface après que le peuple qui a décidé d'en découdre avec le régime désastreux des Kabila voit ses espoirs pour une authentique alternance volée en éclats. En effet, au lendemain du scrutin du 30 décembre dernier, la SENCO, qui avait déployé quelques 40 000 observateurs, confiait à la CENI qu'elle en connaissait le vainqueur au vu des chiffres traçables en sa possession. Dans la nuit du mercredi à jeudi 10 janvier 2019, la commission électorale dite indépendante annonçait que M. Félix Tshisekedi arrivait en tête de l'élection présidentielle avec 7 051 013 des voix, soit 38,50% des suffrages exprimés, devant Martin Fayoulou, qui n'aurait eu que 34,8% des voix. Cependant, les chiffres de la SENCO indiquaient le score suivant: 62,11% pour Martin Fayoulou, 16,88% pour Emmanuel Ramazani Shadari et 16,93% pour Félix Tshisekedi. Les appels à la vérité des urnes lancés par la SENCO et d'autres très nombreuses organisations, tant nationales qu'internationales, ne seront pas entendus par la Cour constitutionnelle qui a statué sur les résultats définitifs et a confirmé le verdict de la CENI déclarant la victoire de M. Félix Tshisekedi, jugeant les recours introduits par M. Fayoulou recevables, mais non fondés, faute de preuves. Les juges avaient estimé que la demande de recomptage des voix demeurait exceptionnelle et que la demande serait absurde, concluant que seule la CENI avait fourni, je cite, des résultats authentiques et sincères. Après cette parodie de justice par une cour totalement inféodée au pouvoir de M. Joseph Kabila, qui en avait changé la configuration durant les derniers mois avant les élections, la SENCO, qui avait donné le rapport général de sa mission d'observation, avait nettement souligné que dans le plus large échantillon, c'est-à-dire 71,53% des suffrages valablement exprimés, les résultats provisoires confirmés par la Cour constitutionnelle, je cite, ne correspondaient pas aux données collectées et appelaient à la publication des résultats du vote, je cite, bureau de vote par bureau de vote. Au niveau des législatives provinciales et nationales, la CENI a donné gagnant le Front commun pour le Congo, FCC en sigle,
coalition formée aujourd'hui du président sortant. À en croire les révélations faisant état des arrangements entre M. Kabila et Tshisekedi avant la publication des résultats. Au regard de ces résultats, on constate que l'ancien régime conserverait le pouvoir à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans la majorité des assemblées provinciales. Les conséquences de ces arrangements minent l'avenir du pays, puisque même si la forme pourrait remaquiller les colorations des uns et des autres, il reste que dans le fond, la grande majorité des gouvernements des provinces et des sénateurs élus par les députés provinciaux seraient de la coalition du président Kabila. De même, le Premier ministre devra provenir de la même coalition majoritaire au Parlement. À cela s'ajoute le fait que quelques semaines avant les élections, le président sortant a procédé à la nomination des secrétaires généraux, piliers de l'administration du pays, et d'autres diplomates, colonnes de la politique extérieure de l'État. Cependant, si le combat du peuple a bien trouvé une légitimité dans l'organisation des élections susceptibles d'aider notre pays à sortir de la crise, comment expliquer la victoire de la coalition des pro-Kabila dans les élections législatives nationales et provinciales? Une telle victoire ne contredit-elle pas la volonté du peuple au profit d'une véritable alternance qui trouve écho dans la déroute de pro-Kabila à la présidentielle? Quel est l'avenir du Congo sur fond de cette fraude électorale? Avec cette nouvelle fraude électorale, après avoir pris la mesure des événements, je puis affirmer sans embâche qu'à court terme, cette situation réactive la crise de légitimité, porte une grave entorse au processus de démocratisation et risque de ne pas résoudre les dérives sécuritaires dans le pays. Une impasse à court terme. Tout d'abord, il est indéniable qu'une véritable alternance après ces élections aurait mis fin à la crise de légitimité qui a détérioré la situation dans le pays depuis près de 3 décennies. Mais le simulacre d'alternance en cours, déjà décrié par le peuple, risque de relancer la crise de légitimité en lieu et place de la juguler. Si la crise de légitimité n'avait pas été résorbée au fil des années 90, c'est essentiellement parce que les aspirations fondamentales du peuple ont été ignorées sans aucune autre forme de procès. L'entêtement des dirigeants bénéficiant incontestablement du soutien extérieur faisait obstacle aux aspirations légitimes du peuple qui n'hésitera pas à emprunter diverses voies de contestation pacifique.
À la suite de celle-ci, la conférence nationale souveraine a pu se tenir en faisant ainsi l'autopsie générale de la société congolaise afin de proposer des solutions pour un avenir meilleur. Mais le succès de cette gigantesque entreprise a été de courte durée, tel un poussin presque étouffé dans l'œuf. De façon constante et plus intensément à partir des années 90, l'engagement de l'Église pour la démocratisation signifiait davantage former le peuple à comprendre l'état de droit dont l'avènement et la consolidation passent particulièrement par des élections libres, transparentes et crédibles qui résorbent la crise de légitimité et faire renaître la confiance aux institutions de la République. Raison pour laquelle, même confrontés à des graves risques des compromissions du processus électoral, l'Église a dû militer pour le respect de la Constitution et pour la vérité des urnes. Enfin, avec le risque de la crise de légitimité et l'entorse à la démocratisation, des lourdes inquiétudes pèsent sur l'insécurité qui fait tache d'huile dans le pays. L'impact de l'éducation civique du peuple fera que le peuple et les politiciens déçus obtempèrent à l'appel au calme, à la retenue et à la paix lancée par la SENCO et par les autres acteurs. Cependant, les inquiétudes ne résident pas sur les tensions nouvelles, mais sur la persistance et l'intensification des tensions actuelles. Il n'est un secret pour personne qu'avec Laurent Désiré Kabila, mais surtout avec Joseph Kabila, une autre page sinistre s'ouvrait dont l'agenda principal n'était pas autre que le pillage systématique des ressources du Congo par différents protagonistes qui se camouflaient derrière la guerre qui porta ces messieurs au pouvoir. En 2006, sur fond d'une campagne électorale émaillée d'intenses violences, les scrutins étaient organisés pour mettre en place un nouvel ordre politique. Mais les résultats de ce scrutin ont été contestés, puisque les différents observateurs qui ont bien noté la victoire d'un candidat en lieu et place de Joseph Kabila, proclamé pourtant comme vainqueur, en plein centre-ville de Kinshasa, la guerre avait éclaté entre les deux clans politiques en compétition, faisant plusieurs victimes et graves dommages matériels. Le même scénario s'est reproduit en 2011,
au détriment du candidat présidentiel Étienne Tshisekedi, qui revendiquait la victoire attribuée frauduleusement à M. Kabila. J'avais en ce temps-là fait remarquer que les résultats proclamés par la CENI n'étaient conformes ni à la vérité ni à la justice. Cette fois-ci, on peut donc confirmer que la fraude, le mensonge et la corruption sont érigés en système de gouvernance par un groupe d'individus qui ont pris l'habitude, qui ont pris aussi le pays en otage. Or, à voler chaque fois la victoire du peuple, il y a donc risque que tout le travail réalisé pour la démocratisation soit rejeté par le peuple qui ne croirait plus aux élections et à la démocratie et prêterait le flanc au retour du cycle de violence orchestré par des vendeurs d'illusions à la solde des multinationales avides des ressources minières congolaises. Les défis séculaires étant considérables, nous formulons le vœu que la victoire de la vérité des urnes, qui seule comporte la force de persuader le peuple que ses aspirations sont respectées, tout projet de violence viendrait faire impasse sur ce relèvement. Mais ces irrégularités intentionnellement orchestrées peuvent être ébranlées, peuvent-elles ébranler les espoirs d'un avenir radieux en République du Congo? Et c'est ici que nous croyons que l'espoir ne déçoit pas. Si à court terme, la fraude électorale est en train de conduire le pays vers une impasse, il reste que le long terme, l'œuvre de l'éducation civique et électorale entreprise par les différents acteurs politiques porte déjà ses fruits et permet de raviver la confiance que les questions de la population, de l'état de droit, de l'éducation, de l'économie, des services publics, de la relance de l'agriculture sont prises en charge par les Congolais qui continueront à lutter pacifiquement afin qu'on construise un Congo plus beau qu'avant. Nonobstant l'échec de certaines organisations sous-régionales et internationales à trouver des solutions efficaces sur le Congo, où la guerre a fait des millions de morts, le peuple qui voit ses aspirations mutilées et son espérance entravée ne perd pas de vue que l'avenir est entre ses mains chaque fois que les événements contraires l'obligent à trouver d'autres raisons de vivre et d'espérer. Un peu de patience et je vais bientôt finir. Durant le processus électoral,
Les policiers en poste dans les bureaux d'enrôlement acceptaient systématiquement de l'argent pour laisser ceux qui venaient en retard, tandis que les honnêtes gens venus tôt moisissaient toute la journée sous un soleil de plomb. Pire, la SENCO n'a pas manqué de signaler des tentatives d'achat de cartes d'électeurs et de corruption de membres de bureau du vote par certains candidats. Bien, la lutte contre la corruption, érigée en système de gouvernance, ne peut qu'aider à la relance de l'économie et à la mise en place des politiques efficaces en matière d'éducation, de la santé et de l'infrastructure de base. La responsabilité citoyenne ne se consolide qu'à travers une politique efficace de l'éducation nationale et qui garantit le droit et l'accès de tous à l'éducation. On se rappelle ce qu'on dit au Congo d'habitude, chance et l'okopamba, c'est-à-dire, il disait, en fait, le président n'a pas fort étudié, mais il est devenu chef de l'État. Donc c'est une question de chance. Chance et l'okopamba. Ce n'est pas la vie de tout le monde, ni le mien non plus. Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? La foi en la vérité. La lutte pour la vérité fait partie des valeurs fondamentales de la démocratie et de l'état de droit. Dans la détermination à déjouer les rhétoriques démagogiques et une diplomatie de l'arme de bois. Le mépris de la vérité avait conduit au non-respect de la Constitution à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila en envenimant la crise qui ruinait désormais les institutions du pays. La SENCO avait fait observer que l'origine de la conjoncture misérable dans laquelle vivait le peuple congolais est une conséquence de la persistance d'une crise sociopolitique. Après le naufrage du dialogue de la cité de l'OUA, la présidence avait confié à la SENCO la mission de bons offices à conduire le dialogue d'où sont sortis les accords de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ces accords étaient torpillés par le président lui-même au point de perdre complètement de leur substance. Si bien que le cadre des élections réellement inclusives et apaisées n'était plus garanti. Que conclure? Vous l'imaginez déjà. Ma position personnelle est que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme doit prévaloir dans un Congo futur. Il ne faut pas que le véritable vainqueur d'une élection soit empêché d'être proclamé vainqueur parce que
le régime en place en décide autrement. Des commissions électorales futures sous le contrôle exclusif d'un gouvernement à la gouvernance désastreuse ne peuvent que mener à un désastre électoral plus grand encore. Il est inconcevable que tout ceci arrive dans un pays où est présente la plus grande mission civile et militaire de l'ONU. Le fiasco électoral actuel sous la présence de la mission de l'ONU est incompréhensible. À l'avenir, cette mission ainsi que ses chefs doivent être du côté des Congolais et ne devraient point donner l'impression, maintes fois observée, d'être de connivence avec les régimes en place. Aucun argument sur la soi-disant souveraineté nationale ne pourrait faire le poids, sinon cette même mission de l'ONU ne serait point devenue presque une mission permanente depuis 20 ans. Une partie mentionnée ci-dessus se réduit à la mauvaise gouvernance. Il y a un manque cruel d'un leadership compétent, responsable, visionnaire, intègre, capable de faire fructifier le formidable potentiel du Congo et pour la prospérité de sa population et de ses amis. Je ne vois pas comment la continuation d'un régime du Kabila sous pratiquement qui refuse de partir et dirige autrement, arriverait à résoudre les problèmes. Fasse le ciel qu'il en soit autrement. Enfin, pour finir, de répondre à la question de notre propos de ce jour, à savoir quel avenir le Congo aura après la fraude électorale du 30 décembre 2018, nous faisons confiance en notre peuple pour surprendre, car le peuple congolais doit être au centre des préoccupations qui permettent d'écrire son histoire d'un avenir meilleur, prospère et radieux. Et je vous remercie de votre attention.